Donc je vais vous lire un petit extrait d'un texte que j'ai écrit sur Audricourt, parce que ça va dans le fil de notre évocation. Au départ d'une vie de chercheur, il est des rencontres fondamentales. Il en alla ainsi pour moi. Mon apprentissage auprès d'André-Georges Audricourt, d'un point de vue théorique et formateur, fut décisif. Je témoignerai donc de cette histoire. Oui, mon article, c'était sur la linguistique et l'extra-linguistique, apprentissage, point de suspension. Entre 1967 et 1969, avant le premier séjour de 3 ans aux Philippines, il m'a initié aux faits de langue et de société de l'Asie du Sud-Est. Les diverses familles linguistiques de la péninsule indo-chinoise et du monde insulindien s'ouvraient à nous par ses séminaires en linguistique et l'enseignement spontané qu'il prodiguait à l'EPHE ou dans son bureau de la rue d'Assas, articles, livres, savoirs partagés, au cours des déjeuners ou de promenades botaniques, au hasard des rues, au jardin des plantes, au Luxembourg, plus tard dans les forêts autour de Paris. 2 mois avant notre retour d'Asie, en novembre 72, nous avions le privilège de faire un grand voyage en Chine. J'avais rapporté, outre un journal de temps de découverte, divers épices et condiments offerts après mes incursions curieuses dans les cuisines de l'hôtel, à Shanghai notamment. À Shanghai, on fait la cuisine sculptée. C'est magnifique. On sert la soupe dans une pastèque sculptée en jonc avec une courge sculptée en chêne et en encre qui sort. Et la pastèque est le contenant de la soupe. Voilà, ça c'est Shanghai. À Paris, j'ai préparé un soir pour notre maître, avec la meilleure intention du monde, une poule à l'anis étoilé, toute croustillante. Ça, c'était une recette de Shanghai. Il est arrivé au 39 rue Buffon, lourdement chargé, un sac à dos rempli de dictionnaires chinois-français, chinois-russe, chinois-mongol, etc. Il était fin prêt pour traduire les recettes, mais voilà que la poule était déjà prête à être consommée. Après ce repas, nous avons regardé les diapositives que nous avions faites au musée du Palais impérial à Pékin, car nous avions pu exceptionnellement le visiter. Oui, c'était grâce à une permission donnée par Chou Enlai au prince Sihanouk, qui était en exil là-bas et auquel nous avions rendu visite grâce à ma belle-mère qui avait traduit le Morning Deluge de Han Suyin en français. Avec le secours des dictionnaires cette fois, Audricourt avait réussi à traduire sur le champ un sceau écrit en 2 graphies, l'une chinoise, l'autre mongole. Il s'agissait d'une question de propriété foncière. La soirée avait été pleine d'entrain et de savoir partagé, et il repartit tout content avec son ballot sur le dos. Tel était le style Audricourt, sa simplicité relationnelle, sa générosité envers les jeunes élèves que nous étions. Et après, je continue. Dans une lettre de soutien, ça continue. Je vais vous le lire parce que c'est une citation de lui. Dans une lettre de soutien à publication, Audricourt écrivit en 89 « Actuellement, je cite, « l'anthropologie fait de grands progrès grâce à une nouvelle discipline, l'ethnoscience, qui consiste à étudier par la langue et les textes de littérature orale les relations matérielles et morales des populations avec leur milieu écologique, en particulier avec les végétaux et les animaux. » Tout est dit. Voilà, alors je continue. Savoir empirique, logique classificatoire et sémantique. C'est pour vous.
Il était un homme très sarcastique s'il en avait envie. Et dans l'hommage à Lévi-Strauss que j'ai publié au Canada, justement, je montre sa présence au séminaire de Lévi-Strauss. Toujours les yeux fermés, au fond du dernier rang des gradins, mais l'oreille en coin, entendant tout, sachant tout. C'était l'homme, le style de l'homme. Et il écoutait fidèlement. Il allait au séminaire de Lévi-Strauss fidèlement. Mais Lévi-Strauss n'avait qu'un point de repère pour lui en linguistique, c'était Roman Jakobson. Et il était très content avec Jakobson, et il avait raison, ça marchait très bien tous les deux. Voilà. Il n'avait pas entré dans les cabales parisiennes entre Audricourt, Martinet et les autres. Non, il s'est tenu hors jeu avec Jakobson comme fidèle compagnon de route, de pensée et de joie aussi, parce qu'il s'aimait beaucoup comme ami. Vous savez qu'on a publié la correspondance de Jakobson et de Lévi-Strauss récemment. Madame Lévi-Strauss a permis cela et a participé à cette construction. Donc, je vais peut-être parler du Cedrassémie où j'étais accueillie, où j'ai été membre de 68 à 85, quand le Cedrassémie a été disloqué en 5 laboratoires. Ça, c'était la volonté de la direction des sciences sociales au CNRS, dirigée alors par Maurice Codelier. Et c'était très pénible. Car Kondo, nous l'appelions Kondo, avait accepté de se délocaliser vers Valbonne et de garder une antenne forte à Paris. Donc c'était beaucoup de frais et ça a été très critiqué. D'autant que beaucoup de gens qui s'étaient inscrits pour aller à Valbonne n'y sont pas allés. D'autres y sont allés, ils sont restés dans le Midi. Kondo était un homme charmant, très charmeur, une approche du terrain poétique. Lévi-Strauss avait écrit de lui après « Nous avons mangé la forêt de la Pierre Génicaud ». C'est le Proust de l'ethnographie. Voilà, il savait décrire admirablement une chronique au quotidien de sa vie avec les hommes auprès desquels il vivait. Et cette écriture aussi, il est très lié dans l'écriture à Chateaubriand, sur lequel il a écrit. Il avait une finesse du regard et une finesse de l'expression écrite exemplaire. Ce n'est pas la même finesse que Conklin. Conklin, on a publié une synthèse de ses grands articles qui s'appelle Fine Description. Ça a été publié en Amérique par McDermott et je ne retrouve plus là le nom. Enfin, je le retrouverai tout à l'heure. Dans Fine Description, Conklin est un homme extrêmement précis. C'est un hyper précis. Ce n'est pas la finesse poétique. Il s'en défend, il s'en distance. Il n'a jamais voulu analyser les mythes, ni les rituels, alors que Kondo, c'était sa grande maîtrise, les rituels et la description de la vie du vivant. C'est pour ça que quand on a fait un hommage sur Condominas à Marseille, j'avais fait une communication qui est publiée, qui s'appelle « La littérature et la vie ».
parce que c'est par la littérature que je suis allée vers la vie d'homme vivant. Et que lui, par la littérature, par l'écriture ethnographique, faisait une œuvre littéraire dans l'ethnographie. Vous voyez le chiasme entre les deux sensibilités. Et donc, Kondo est mort près d'ici, à l'hôpital Broca. J'allais le voir le soir, lui apporter des petites friandises. Il était courageux à la fin, alors qu'il se plaignait toujours dans la vie. Il était un grand éléphant qui se plaignait des misères physiques, alors que quand il a été très malade, il était très, très noble et très courageux. Et il était aussi le grand ami de Conklin. Conklin venait voir Lévi-Strauss à Paris. Ils avaient des dialogues à Paris, mais ils ne venaient pas souvent. Et Kondo est allé aussi à Yale enseigner. Et puis plus tard, moi je suis allée à Yale, mais passer quelques brefs séjours. Enfin, j'ai fait des exposés là-bas, j'ai travaillé avec Conklin là-bas un peu, mais je n'ai pas fait d'enseignement à Yale. Néanmoins, c'est l'école de Yale en linguistique anthropologique qui est aussi dans ma formation. Sapir, Woolf, Benjamin Lee Whorf, et puis Conklin. Voilà. Donc, tout ça est un monde qui n'est plus à la mode, qui n'est plus en vogue, mais je pense qu'il y avait les prémices de bien des choses et qu'il fallait que le travail soit bien fait. Et avec Conklin, le travail était une perfection. Il est devenu académicien des sciences. Et Kondo a publié des choses très diverses, puisqu'il avait travaillé à Madagascar, au Togo, mais surtout au Vietnam, en Indochine, au Laos. Un livre important sur l'esclavage qu'il avait coordonné. Et c'est là, quand je suis revenue, que j'écrivais premier séjour. Après le premier séjour, j'écrivais en 9 mois, j'ai écrit la description du Palawan, le Palawan, phonologie, morphologie, catégorie. Et je portais notre petite fille, Lisa. Elle est née alors que son père venait de défendre la veille, et j'étais présente, sa thèse sur les Palawans, l'analyse de la parenté, de la religion des Palawans. Et moi, j'ai fini d'écrire ma thèse de 3e cycle en la nourrissant, et je l'ai défendue au mois de juin. Donc, c'était trop d'efforts des deux côtés. Et nous nous sommes séparés 2 ans après. Donc, quand mon mari soutenait sa thèse, j'avais perdu déjà les os, et Kondo se faisait du souci à l'idée que je pouvais avoir besoin d'accoucher en pleine thèse. Mais j'ai bien tenu le coup. L'ordre de l'inconscient était fort. Et j'ai reçu même, jusqu'à 11h30 du soir, une centaine d'invités à la salle Louis Chevalier au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis je suis partie à la clinique. Voilà. Et après tant d'efforts, vous me demandiez si ma fille a voulu continuer. Évidemment, je l'ai emmenée partout, à Madagascar, c'était très dur, mais surtout à Palawan. Elle y est venue à l'âge de
Je suis allée avec elle aux Philippines, elle avait 4 mois et demi. Elle est née en mars et on est parti en août. Et je l'ai emmenée à Palawan même. Elle avait 14 mois, même moins. Et c'était formidable de voir ce bébé s'ouvrir. On vivait sur une île au large, en face des grottes de Tabon, pour la protéger de la malaria. Et elle a connu cette existence, enfant, sur la plage, les animaux, les singes, les ménates, tout ça a été très, très familier, très charmant. Et elle m'a dit un jour, quand elle avait 11 ans, « Mais comment je vais faire pour continuer sur les Palawan? Vous avez tant fait, papa et toi. Comment vais-je faire ?» Alors elle s'est dirigée vers l'histoire de l'art plus tard, après avoir fait la préparation normale. Elle a fait l'école du Louvre, philosophie et esthétique, dimension esthétique. Elle a fait un mémoire sur les cartons de Raphaël et elle est devenue, elle n'a pas trouvé de travail en France, elle avait trop de titres, je ne sais pas quoi, c'était aberrant. Enfin, elle a pu travailler chez un antiquaire, puis après trouver un job au World Monument Fund à mi-temps. Puis finalement, elle est entrée à l'UNESCO. Elle travaillait avec le fils de Lévi-Strauss, Laurent, sur un site important d'Égypte qui voulait reconstruire un nouveau musée, et au Caire. Et elle gérait cette question. Puis c'était dans le quartier copte et ils ont finalement opté pour un autre lieu. Ça devait être un musée gigantesque que je n'ai jamais pu voir encore, ni elle. Et elle a un jour été débauchée pour aller construire un musée à Singapour, restaurer un musée à Singapour, qui était avec un architecte français. Et là-bas, elle a travaillé 2 ans pour lui. Et elle est sortie quand même major du Louvre. Et elle a beaucoup de goût pour la muséographie, la scénographie. Elle n'est pas scénographe, mais elle a un talent de diplomate et de coordinateur de grands chantiers. Et dans le monde des arts. Et elle a réussi sa vie. Elle a passé 9 ans à Singapour. Elle a créé le musée Art Science Museum, construit par Moshe Safdie au pied du grand Marina Bay Sands, qui était géré par des Américains. Elle y est restée, elle faisait 13 expositions par an, un travail fou. Et puis elle a décidé de revenir en France. Et maintenant, elle dirige le patrimoine et toutes les expositions dans le monde de Van Cleef & Arpels. Et c'est une grande organisatrice, et beaucoup de goût et de sensibilité artistique. Donc j'espère qu'elle a vraiment trouvé sa voie. Je crois qu'elle a trouvé sa voie. Voilà. C'est pour vous dire comment on passe de l'ethnographie, mais elle est très sensible aux cultures premières, des arts premiers, évidemment. Et elle sait vivre dans n'importe quelle condition, parce que sa mère l'a mise au diapason. Un jour, elle est arrivée sur le terrain avec moi à 21 ans, sur le Piémont. Elle n'est jamais montée en montagne, c'est très dur. Et un barde était venu pour chanter une épopée dans la grande maison. Et là, elle est allée se laver à la rivière, elle est revenue, les pieds couverts de boue. Et moi, je préparais le matériel, comme vous, monsieur, plus modeste. Enfin, j'attachais avec des fils de rotin, vous voyez, le micro au-dessus de ce que sera la bouche du barde. Et je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre.
elle arrive, elle me dit, maman, mes pieds sont couverts de boue. Ben, je dis, eh bien, tu te mets des chaussettes et tu vas partir à la rivière, tu dors comme ça, pas de problème. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de quoi que ce soit maintenant, j'ai trop de travail. Elle a passé une nuit magnifique à écouter l'épopée, avec les pieds dans la boue, séchés dans les chaussettes. Voilà. C'est ça la vie sur le terrain. Il faut savoir accepter des choses incroyables, tout simplement. Tout simplement. Parce que il y a d'autres choses à faire que de se lamenter sur la boue. Voilà. Donc, vous voyez, être sur le terrain, c'est aussi une psyché particulière. Il faut savoir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Hein. Il y en a d'autres qui peuvent, il y en a d'autres qui font beaucoup d'efforts, il y en a d'autres qui ont cette flexibilité ou qui l'acquièrent. Tout est possible. Mais enfin, si on n'a pas de flexibilité avec son corps, avec sa peine, avec les maladies, si on n'a pas cette acceptation des difficultés, je crois qu'on ne peut pas être une personne de terrain. Il faut accepter beaucoup de choses. Mais c'est formidable.